Samuel Larochelle, je suis l'organisateur et l'animateur du Cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la première fois que l'événement s'arrête ici, à Témiscamingue. Mais il y a eu une première édition en septembre dernier, mais je vais vous expliquer, en fait, c'est né encore plus tôt que ça. En mai dernier, à la fin mai, durant le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui était à Amos, ma ville natale, j'ai eu la chance d'être le président d'honneur de l'événement. Là, je me suis dit, peut-être que les organisateurs vont être ouverts à mes idées. Je leur ai proposé de faire un cabaret littéraire et je profitais de la présence d'auteurs d'un peu partout au Québec pour faire le cabaret. Et là, j'ai vu que parmi les spectateurs, il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir durant le salon pour me dire qu'ils avaient aimé ça, qui avaient un petit peu peur que ce soit difficile à comprendre ou inaccessible, mais que c'était pas ça du tout, que c'était une belle soirée qu'ils ont aimé, mais ils n'étaient pas habitués. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être une niche à combler en région. Je vais revenir, sauf que dans le futur, ça va être uniquement des auteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit des exilés qui sont nés ici ou des gens qui vivent encore ici. Donc, on est 3 auteurs qui vont aller dans 6 villes en quelques jours. Puis dans chaque ville, on demande à des auteurs locaux de nous accompagner. À Ville-Marie, à Témiscamingue, il y a Sylvie Morin et Mathilde Manta. Et le noyau qui va un petit peu partout, c'est Andréane Brunet, Julie Renaud et moi. Puis dans chaque autre ville, on va découvrir de nouveaux auteurs. Et donc, ce soir, à coup de 5 ou 7 minutes, on va changer d'auteur. Il va y avoir une nouvelle perspective sur la thématique parce que je leur ai demandé d'écrire des textes sur le voyage. Donc, certains vont aller dans la poésie, d'autres dans la chronique, dans des extraits de romans, des nouvelles, dans quelque chose de très personnel. On va dans plusieurs genres littéraires, puis aussi plusieurs façons de voir le voyage. Il va y avoir des anecdotes qui se passent à l'autre bout du monde. Des fois, c'est des voyages intérieurs. D'autres fois, c'est des réflexions sur le voyage lui-même sans le vivre. Donc, il y a un petit peu de tout. Et on va avoir une petite entracte d'environ 10 minutes, à moins que vous me demandiez qu'il n'y a pas d'entracte. Et j'ai eu envie de donner ce thème-là du voyage en raison d'un projet auquel j'ai participé il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle 1000 mots de voyage. C'est un coffret avec plein de petits textes sur des cartes postales, sur des trucs illustrés ou juste des textes. On est 160 artistes à qui on a demandé d'écrire un mot sur le voyage et tous les profits sont remis à l'organisme Les Impatients qui aide les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, il y a France Baudouin, Kim Thuy, Abla Faroud, Jacques Godbout, Macha Grenon, Monique Giroux, des gens de tous les horizons. Et moi, j'ai fait un petit texte de rien du tout. Et je m'amuse tellement quand je le lis que je me suis dit que je voulais lire ça dans un cabaret et demander aux autres auteurs de suivre cette thématique-là aussi. Alors, je vais ouvrir la soirée avec ce texte. C'est une histoire vraie, avec un petit peu de fantaisie, un petit peu d'imagination qui se déroule aux îles de la Madeleine. J'aurais pu la résumer en disant que les insectes et les moustiques étaient un peu intenses cet été-là aux îles, mais j'ai laissé aller mon imagination un peu plus. Nous marchons sans regarder le temps passé sur une plage d'Havre-Aubert, un petit bout d'archipel madelino que nous imaginons à l'abri de tout. Inconscients et valeureux, nous troquons nos vêtements pour des maillots et plongeons dans la mer. Hésitant entre un éclat de rire et un arrêt cardiaque, nous pataugeons quelques minutes avant de regagner la plage et de réaliser que Dame Nature nous joue un mauvais tour. Le vent, qui est habituellement intense et effervescent, au point d'empêcher les moustiques d'approcher nos corps engorgés de sucreries, décide de tomber. Soudainement, nos 2 corps deviennent un buffet à ciel ouvert. Les insectes, affamés, foncent vers nous. La peau toujours mouillée, les souliers entre les mains, la terreur dans l'âme, nous fuyons jusqu'à la voiture. Nos pieds s'enfoncent dans le sable. Nos ennemis se rassemblent, se consultent et nous pourchassent telle une horde de zombies. Pas le temps de regretter tout ce temps à marcher en admirant le paysage. Les piqûres et les morsures nous ralentissent déjà. Mon partenaire me suit avec 10 mètres de retard. D'un geste altruiste, il me lance les clés du véhicule stationné derrière un vallon. Après un dernier effort, j'arrive enfin.
Je m'enfonce dans la voiture, craignant qu'il ne se rende jamais dévoré par les moustiques zombies. Mais il me rejoint, le front et les jambes maculés de cicatrices. On roule, loin, 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 jusqu'au café de la Grave, jusqu'à ces chaises de bois où nous nous laissons choir, jusqu'à ces deux repas qui s'interposent entre nous, de la chaudrée de palourde dans un bain, réconfortante, apaisante, capable de panser toutes les blessures de l'humanité. Silencieux, le regard lourd, la peau tapissée de transpiration, de mer et de peur, nous regardons le soleil se coucher par la fenêtre comme deux soldats observent un champ de bataille après la victoire. La première plume à qui je vais céder le micro vient d'ici. Donc, elle est née à La Tulipe, elle vit maintenant à Ville-Marie, elle enseigne à l'école secondaire Rivière-des-15 de Notre-Dame-du-Nord. Et elle a organisé l'été dernier une soirée de poésie qui était l'initiative de la Société historique du Témiscamingue qui voulait s'assurer que les textes témiscamingues passent à la postérité. Et quand elle écrit, elle aime beaucoup s'intéresser au féminisme et à son rapport au territoire. Et on me l'avait référé, j'ai découvert ses textes et je l'ai invité, puis tout de suite, il y avait l'enthousiasme, tout de suite, il y avait de la joie de partager un moment avec d'autres auteurs du coin. Donc, pour sa première intervention de 2 durant la soirée, Mathilde Manta va nous partager sa réflexion poétique sur le voyage. Ça me fait un grand plaisir d'être ici ce soir. Je tenais à vous remercier tout d'abord de prendre part à ce genre d'exercice-là. C'est précieux de voir qu'on a des gens ici qui ont l'envie d'assister à ce genre de prestations-là. Donc, merci de votre présence. Ensuite, j'ai envie de dire avant de commencer que pour moi, c'est quand même un défi de venir partager des textes devant les gens parce que l'écriture, c'est quand même un acte d'intimité, puis souvent qu'on livre dans la solitude. Donc, de venir devant des gens, c'est toujours quand même confrontant puis un beau défi pour moi. Donc, voilà. Pour ce qui est du thème du voyage que Samuel nous a soumis, en fait, je trouvais ça intéressant, mais l'angle vers lequel je suis allée, c'est beaucoup le voyage intérieur que la poésie nous permet de faire, en fait. Alors, voilà. À l'endroit où siège mon cœur, un avion pleure. Je suis hantée par le bruit du moteur, mais les chemins parcourus empruntent les chemins du connu. J'y promène mes peurs, les fais boire en mon sein, leur glisse des mots à l'oreille, des secrets entre nous. Il y a une vitesse que je saisis mal. Quand les arbres deviennent des tableaux abstraits, je n'arrive plus à appartenir à la matière. Sur une nouvelle page Word, j'ai esquissé un territoire où les blessures éclosent. Je voudrais qu'on m'y expédie, enveloppée dans du papier bulle, une lettre anonyme greffée à ma poitrine. J'ouvre une lucarne d'où s'envole une phrase qui commence par une peine majuscule et se termine par un point d'ancrage. La fenêtre donne sur un fond d'écran, toujours des images bucoliques qui n'appartiennent à personne. Aux 4 coins du périple qui me tient par la gorge, il y a le blanc, et c'est cette étendue qui m'empoigne. Je voudrais être ailleurs, mais ailleurs, ce n'est que l'idée qu'on se fait de quelque part. Partir s'impose toujours pour se rétracter dans l'urgence de revenir. Je m'incruste dans le retour et je n'arrive à ramener aucun paysage dans mes valises. Avec moi, je transporte un silence tellement grand que seul un cahier peut contenir. L'errance charrie ses secrets et ses pages blanches. Quand je réapparais, c'est pour palper le mouvement, celui qui s'exerce sous l'absence du regard. J'étais partie loin quand le pain blanc a poussé les limites de l'immuable. Dans les coquillages, j'ai entendu la rivière et le vent dans les arbres. Avant d'aller voir la mer, j'ai enterré vivant le plus grand des chagrins, sans faire de prière. J'avais semé un jardin d'oubli que même les corbeaux fuyaient. Voilà. La troisième plume, elle est originaire de Val-d'Or. Elle se nomme Andréane Brunet
Et vous l'avez peut-être entendue à travers les années parce que c'est une animatrice à Radio Énergie. Pendant des années, elle était en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, elle a animé à Radio Énergie en Outaouais. Maintenant, elle est à Montréal. Et les samedis et dimanches soirs, de 5h à minuit, on entend sa voix partout au Québec. Je l'ai rencontrée à l'automne 2013. Donc, ça faisait environ 1 an, je crois, ou 1 an et demi qu'elle animait, qu'elle avait commencé sa carrière. Et moi, je publiais mon premier roman à l'automne 2013, qui s'appelle À cause des garçons. Et dans le studio, à Val-d'Or, je suis tombé, j'ai eu un coup de foudre tout de suite, pour des raisons un peu niaiseuses. Elle avait lu le roman avant de faire l'entrevue, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes et de tous les animateurs. Ses questions étaient pertinentes, elle est drôle, elle est chaleureuse, elle se prend pas pour une autre, elle est facile à aimer. Et on a commencé à être en contact sur Facebook, on est devenus des amis. Et quand elle part en voyage, Andréane, elle fait des statuts qui ne ressemblent pas aux statuts des autres quand ils sont en voyage. Il y a de l'originalité, il y a de la vie, il y a une vision de ces voyages qui vraiment n'appartient qu'à elle. Et on va commencer avec ça ce soir. Elle va vous partager des leçons de voyage dans plus d'un pays. Donc, Andréane, c'est à ton tour. Alors, j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout. Et quand moi je voyage, souvent c'est à la dernière minute que je choisis la destination. Et la destination est choisie parce que soit je trouve le nom du pays drôle, fait que je me dis je vais aller voir de quoi ça a l'air, ou j'ai entendu dire qu'il y avait un truc particulier que je voulais voir, alors je pars et souvent mes voyages ne sont pas préparés. C'est très très rare que je sais exactement ce que je vais faire, puis c'est comme ça que j'aime voyager en fait. Autant dans ma vie je peux être très préparée, disciplinée, autant en voyage il se passe toutes sortes d'affaires. Et quand tu n'es pas préparé, ben tout peut arriver. Et j'ai tiré quelques leçons de cette non-préparation. Alors ce soir, je vais vous partager quelques leçons que j'ai apprises, question que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Alors, si vous allez aux Philippines, voici quelques trucs à faire ou ne pas faire pour avoir un beau voyage. C'est très cool aux Philippines parce que tu as toujours beaucoup de choix. Par exemple, tu as le choix de te faire réveiller par les coqs, les camions, les tricycles, les enfants à l'école à côté de ton auberge ou le gars qui ronfle dans la chambre à côté. C'est comme un buffet de doux réveil. C'est une super idée de mettre 3 fois de la crème solaire sur tes épaules pour pas que ce soit l'horreur le lendemain quand tu vas transporter ton pack-sac. Mais rappelle-toi que pour transporter ton sac, tu as besoin de tes jambes. Crème donc ton derrière de genou la prochaine fois. Parfois, aux Philippines, quand tu achètes ton billet d'autobus et que tu demandes la durée du trajet, tu vas te faire répondre minimum 4 heures. Minimum 4 heures. Fait que prévois rien de ta journée. Tu vas comprendre plus tard que la raison pour laquelle on t'a dit minimum, c'est que certaines parties de la route ne sont pas bétonnées, qu'elles croulent sous la boue causée par la pluie. Alors, quand tu verras ton chauffeur faire son signe de croix, tu vas fermer les yeux en espérant revoir ta mère un jour. D'ailleurs, quand ta vanne va être enlisée dans la boue, le chauffeur va refuser que tu sortes pour aider à pousser. C'est pas parce qu'il n'est pas impressionné par tes biceps, c'est plutôt parce qu'il veut pas que tu salisses la vanne en rembarquant dans la voiture après. C'est beau de voir grand puis d'avoir espoir, mais rappelle-toi que tu es aux Philippines, OK? Quand tu voudras à nouveau traverser 2 îles en une journée, dis-toi que tu en as sûrement pour 40 minutes de traversier, 5h30 d'autobus, 2 heures d'attente pour acheter un billet de bateau, 3 heures d'attente avant que le bateau parte, puis 7 heures sur une couchette de cuirette de bateau qui te déposera à destination à 2 heures du matin. La prochaine fois, considère couper ton trajet en 2 ou arme-toi de patience et de chocolat. Aux Philippines, les activités qui sont considérées trop dangereuses au Québec forment la base de toute activité. Les risques de blessures ou de mort, c'est le quotidien là-bas. Comme quand les Philippins envoient les touristes avec leur gilet de sauvetage dans une mer agitée alors qu'il pleut des cordes pour qu'ils essaient de ne pas s'écraser sur les roches en nageant vers une plage cachée. Un après-midi relax aux Philippines. Savez-vous qu'il faut mettre du vinaigre sur les piqûres de méduses? Moi, je l'ai appris après avoir plongé dans un beau banc de ces bestioles transparentes. Je suis un aimant à méduses et je les haïs toutes autant qu'elles sont. Garde ton calme. Quand ton guide de plongée te fait signe qu'il y a un requin derrière toi. Oui, il est très proche, mais il dort. Alors, calme-toi, puis oublie pas de respirer, parce que c'est très pratique en plongée. Quand tu vas vouloir louer un scooter aux Philippines, le monsieur va te faire
croire qu'il t'offre sa meilleure mobilette. Quand tu vas lui faire remarquer que la jauge à essence ne fonctionne pas, il va te proposer un deuxième véhicule. Quand tu lui indiqueras que le klaxon, qui est nécessaire à ta survie aux Philippines, n'est pas en fonction, il va te refiler un troisième véhicule. Il va même essayer un quatrième scooter quand il verra que les lumières ne fonctionnent pas. C'est à ce moment qu'il va réaliser que tu es beaucoup moins petite client fragile et vulnérable que tu en as l'air. Tu vas négocier le prix à la baisse, puis c'est seulement une fois sur la route que tu vas constater que le scooter n'indique pas la vitesse à laquelle tu roules. Mais bon, tu ne t'attendais pas à une machine de l'année, puis tu ne te rappelles pas avoir vu un seul panneau de vitesse de toute façon aux Philippines. D'ailleurs, en scooter, quand tu vas demander ton chemin là, une bonne demi-douzaine de fois, c'est bien correct parce que les Philippins aiment aider. Le problème, c'est que ces mêmes Philippins ne veulent pas te contredire. Donc, si tu pointes une direction en nommant un village, ils vont dire oui, oui, pour te faire plaisir, parce que leur anglais est déficient. Ils veulent tellement t'aider, ils vont t'offrir une réponse, même si celle-ci ne fait pas de sens. Alors, remercie, continue ton chemin, arrête-toi juste un petit peu plus loin pour confirmer l'info avec un autre Philippin. Si les deux disent la même chose, tu es peut-être sur le bon chemin. Puis apprends à conduire d'une seule main parce que l'autre va te servir à saluer tous les gens que tu vas croiser dans les villages qui te lancent un petit « hello » quand ils te voient aller. Il y a peu de touristes qui empruntent les routes de campagne comme toi, puis tu es facilement repérable parce que tu portes un casque. Tout à l'heure, après l'entrée, je vais vous lire une histoire qui se déroule en Islande. Alors, permettez-moi, avant de céder le micro, de vous introduire à ce magnifique pays avec quelques leçons que j'ai apprises aussi en voyageant en Islande avec rien de prévu avant mon départ. Alors, quelques leçons islandaises. Les bols de toilette sont froids en Islande. C'est vraiment un choc pour tes fesses à chaque fois. Tu vas comprendre que la fenêtre qui est ouverte dans chacune des salles de bain, là, celle qui fait vivre cette terrible expérience à ton postérieur, compense le fait qu'il ne semble pas exister de système de ventilation dans aucune toilette islandaise. On prend vraiment pour acquis nos fans ici au Québec. En Islande, sous aucun prétexte, tu dois lâcher la porte de la voiture quand tu ouvres la ferme. Sinon, ta porte risque d'arracher à cause des vents sournois et tu vas te retrouver avec un trou de 4 000 $ dans ton budget. En hiver, là, en Islande, les combines, c'est bien. Les crampons, c'est mieux. Tu le comprendras après ta première randonnée en montagne qui sera ponctuée de paysages à couper le souffle et d'épiques chutes sur des plaques de glace. La 8e fois que tu tomberas, ça te prendra un petit peu plus d'effort pour trouver la nature extraordinaire autour de toi. Prends pour acquis que tous les campings sont fermés en hiver en Islande, même si le site officiel du pays indique le contraire. Comme ça va être moins décevant quand tu vas arriver dans un hameau de 20 âmes qui vivent et que tu découvriras que le seul camping à 200 km à la ronde n'est pas ouvert, qu'il n'y a pas d'hôtel et que les restaurants ouverts après 18 heures sont inexistants. Te soulager avant le dodo deviendra une grande aventure. Et ta pudeur va en prendre un coup quand tu devras obligatoirement prendre ta douche complètement nue devant des inconnus avant d'accéder au spa et piscine du village où tu t'es arrêté. Encore plus malaisant, les regards que la mamie nue à côté de toi te lance. Tu vas travailler ta capacité à être dans ta bulle à ce moment-là et l'exercice va prendre à chaque piscine où tu vas vouloir te baigner. Heureusement, il n'y a pas de mamie voyeuse nue partout en Islande. Et finalement, tu ne comprendras rien de la langue islandaise. En fait, le seul mot que tu vas penser saisir, c'est quand tu entendras une dame parler au téléphone et répéter à plusieurs reprises « miaou ». Tu déduiras que « miaou », ça veut dire « oui » ou « ok ». Voilà, tu parles islandais maintenant. La deuxième plume qui vient d'ici, en fait, elle est née à Victoriaville, mais c'est une Témiscaminenne d'adoption depuis longtemps parce qu'elle vit à Ville-Marie depuis des années, Sylvie Morin. Quand elle parle de son écriture, elle se présente comme une écrivailleuse poète, mais avec un W au milieu du mot poète. Et elle a travaillé pendant très longtemps, puis encore aujourd'hui en tant qu'infirmière. Elle aime le communautaire, elle aime la transmission, elle aime le racontage. Un jour, elle a écrit un conte qui a été lu par nul autre que Fanfreluche, et même que Passepartout, que même les plus jeunes à l'avant connaissent. Elle a aussi publié une vingtaine de poèmes dans un livre d'Henri Rivard qui s'appelle « Québec, légende et conteur ». Et ce soir, elle va débuter avec 3 poèmes. Mais Sylvie, elle met en contexte ces poèmes. Ces mises en contexte sont aussi poétiques que ces poèmes, donc c'est un voyage en soi de l'écouter, donc laissez-vous aller, parce que ça vaut la peine. Mon premier poème, je
Je débute avec ce poème-là parce que c'est un poème secouant, un poème subversif. Même si dans l'invitation au cabaret des mots de Samuel, on vous promettait de faire ça simple, puis de repartir avec le cœur plein de beau, au périple humain, les voyages ne sont pas toujours tranquilles. Et je suis de paroles infinies, incessées et redevables. En sauvage, donc, je vais probablement buster mes délais intimés par Samuel, le requis commandé des 15 minutes nécessaires au spectacle. Je me ferai aborigène, m'appropriant culturellement mes propres mots pour vous faire l'épopée mienne en m'assumant. Je vous en fais d'avance complice et témoin. Je vous traînerai en expédition et en procès, frères et sœurs d'âme sensible. Si vous êtes ici, c'est que vous en êtes. Alors, nous sommes en même bateau, au versant du monde, et en quête tous de points sensibles et révélateurs. Nous en sillonnerons donc les lignes de force et de front. Nous sommes en exil forcené, en avant-veille d'ailleurs de nouveaux mondes. En rapatriement déraisonnable et dérouté, et nous ne sommes plus seuls. Nous nous devons l'autre, le présent et le suivant. Alors invitons nos états, refaisons nos devoirs ensemble et revisitons nos droits. Je crois plus que jamais aux bascules des convergences qu'on ne peut plus ignorer. On m'a demandé, Samuel, pour ne pas me perdre dans un millier de mots, de me contexter. Alors, samedi dernier, j'essayais de me regrouper moi-même et je me suis levée avec des mots échos aux miens, étrangement, dans une vidéo de la Fabrique culturelle. Je vous les soumets à vif, à titre de pamphlet et d'intro à mon poème. Ce sont des mots d'Hugo Latulippe, qui m'a répondu aujourd'hui, qui était d'accord hier, que je le cite en partant. Et il a signé, les mots sont libres de voyager, l'abrazo du fleuve. Alors, ça m'a touchée. Abrazo, ça veut dire l'enflammement du fleuve, mais je vous invite à aller voir son dernier film, Nous libérer de nos rivières, Nous libérer de nos rivières. C'est un plaidoyer pour l'art, c'est un plaidoyer pour la vie en 2020, là où nous en sommes et où nous pouvons aller. Allez voir ça, Fabrique culturelle, Hugo Latulippe, vous allez tomber dessus. Bon, alors voilà. Je crois plus que jamais au bascule. Bon, alors, samedi dernier, voici à titre de pamphlet. J'annexe à notre odyssée un clandestin visiteur pris sur le pouce samedi, Hugo Latulippe. Cinéaste, le film Bacon, entre autres. Écrivain et bel humain, un détonateur. Un abrazo. Je l'ai même vu, je me suis réactualisée mon texte, je sais pas. Que je prends comme un boudeur, un bat-de-feu, un allumeur de réverbère. Et il a dit, entre autres, l'art est un geste de légitime défense, une riposte à la laideur. Il nous faut revenir à nos pressentiments, à nos intuitions, dans nos corps d'animaux. C'est son invitation et c'est la mienne. Pour mon premier poème, alors je vais vers toi, mon beau continent. Tu as le roussi terrifiant de l'Australie, les terres mouvantes des sables bitumineux. La liste de tes auto-abominations me fait vertige. Mais venez-vous, tous et toutes, prenez billet, je vous y amène et vous y donne accès. Nous ne serons plus aveugles, sourds et muets, venus au monde. Nous ne sommes déjà plus avisés que nous sommes, sujets solos, silos et cyborgs, crochetés de cellulaires, zombies, piratés du virtuel. Nous ne serons plus non plus objets obsolètes, perdus, impuissants et périmés. Samedi, j'ai entendu la tulipe et son voyage annoncé. Le jour est venu d'imaginer d'autres constellations. Ensemble, nous écrirons une nouvelle narration du monde pour enfin, nous libérer les rivières. Samedi matin, je savais qu'en parallèle, un soir d'hiver, ce soir au Témiscamingue, nous serions, nous sommes et nous serons redevenus possibles. Possibles par notre pouvoir de nous raconter, de nous capter, d'entendre et de vibrer, et de nous refaire en urgence notre vaisseau, notre seul et si beau continent. Alors, mon premier poème, Madame Stella particulièrement, je vais juste vous la présenter parce que j'ai su en deux affaires qu'elle avait pris un petit bout de son après-midi pour commencer à écrire en groupe. Alors, ça m'a beaucoup émue. C'est comme si on met la racine qui gicle juste en arrière. Alors, c'est particulièrement pour toi, pour la suite du monde, ma chère. Mon beau continent, terre en vue, te voici large, vaste et conquise.
Ton littoral usé offre encore ses rivages. Pour peu qu'on s'y attache, la mare se laisse vive, le navire est quitté et je m'en sais mirage. Ô triste continent, fatigué et fourbu, bûcher dru, fouillé net, d'arrière-pays pâti. Ô mon lac continent, usé raide, à la corde, te voilà renommé, monde en limite qui expire. Une veine à ton front 1000 fois poinçonnée, tu t'exsangues d'offrir courant, forces et vivres. Ton bassin vidangé s'offre à sec et stérile. Ta vierge forêt brûle, l'eau rouille sur tes rives. Le temps fou sinueux a fait œuvre et dessin. Tu te cancérigènes, les cheveux dans ta main. Où est passé ce temps où tu fondais delta, estuaires et cordillères, nous livrant tes merveilles? Que sont devenus tes eaux, coraux amers blanchis, sans fleurs et sans fruits aux absentes abeilles? À toi, belle hirondelle qui ne vole plus ici, tes amours sont échus, ils ont soif et sont nus. Que tes sommets rongés par excès et ravage giclent le dru forcené, magma de feu retenu. Ta langue va, tirant, collapsant lentement, long smog d'apnée qui siffle des blasphèmes derniers. Thorax et territoire, pâturages et prés, ne connaissent plus distinct soleil levé, soleil couché. Que s'obscurent et se charbonnent tes banquises pétrolées, tes brousses qui font des airs, plissant souvent d'effroi. Le pouvoir a penché du côté du néant, qui soudoie et domine, abuse au-dessus des voies, qui tonne l'alarme folle sous iceberg fondant. Il y a tout à perdre au bal des gens dormants. Nous faudra-t-il s'éteindre, mon si beau continent? Toi, peut-être Atlantide pour le futur venant. J'ai colère, j'ai urgence, ne me dites plus d'attendre. Et j'ai, beau continent, pour toi des comptes à rendre. Au calendre du jour de l'an, des bilans et des listes, des critères à cocher. J'ai rédigé mon épitaphe, un fol exergue en graffiti. Ça ne vaut pas plus qu'une napkin gribouillée, le noir et blanc d'un zèbre aveugle. Mais je me suis déposée. 2020, me voici. Alors ça s'appelle « J'ai voyagé tendre ». Je me pose somme toute à mes heures tellement, et repose enfin rien, ailleurs, et puis tant. Je ferai mon tour étoile aux frontières de ce que je suis, boson illimité à l'infini fini. J'ai eu couenne échevelée, l'échine rapiécée, bardée de lichen frais aux failles colmatées. J'ai cuvé tous mes mots en fût, tonnage précieux, comme d'ultimes réserves pour raviver mes feux. J'ai connu cru amer, millésime en éclats. Mais j'ai su revenir à mon cœur au combat. Je suis de tremble frissonnante, au moindre vent, je ris, j'ai peur. J'ai la cime pleine d'écureuils, froussards lutins, gredins rêveurs. Je me fais des bagages ouverts, 100 fois refaits, 1000 fois perdus. Et j'ai le tronc mou et flancheur. Je dis beaucoup, je fais chenille. J'ai valeur marchande épaissie, grossie de peine et de misère. En fait, j'ai peu fait, pas assez, trop, et tellement. C'est un calvaire. Je me débrouille, mais je m'égare, en même temps, toutes à la fois. J'ai la branchaille, fée et sorcière, en nid de camp, comment, pourquoi. 1000 questions ont fait ma route, et quelques-unes graves gisent là. Mes référendums en déroute ont eu veto et mauvais roi. Et j'ai erré en clandestine, faire ce que peut, travers, tout droit. J'ai misé fort, pondu, nourri, j'ai redouté, sauvé parfois. La bouche pleine, les mains retenues, le pas pesant, l'œil aux embûches. Et s'il eût fallu qu'on m'arrête, je ripostais, l'amour trébuche. Je n'aurais pas su l'innocence, lucide allée, conquise revenue. J'aurais eu folle et galère, j'aurais eu folie et galère, naufrage, résurrection fourbue. Mais j'aurais eu vie majuscule, celle la bonne aux sources vives. Que vienne et vaille, j'aurais risqué, j'aurais donné que joie m'arrive. Oui, moi j'aurais voyagé tendre, à juste titre, permis, misé. J'aurais carté sur mes mots d'ordre, aimé, trop mal, mais aimé. Aimer, plaider, et même à tout perdre,
et regagner, j'aurais aimé. Va, va, le beau temps reviendra. La belle alouette. Alors, moi, j'aime les oiseaux. J'aime la nature, en fait. Puis, je ne sais pas si vous connaissez les alouettes, mais c'est un oiseau qui est assez... Non, je ne sais pas. Au secours, je m'excuse. Bon. J'aime bien les oiseaux et j'ai choisi l'alouette parce que l'alouette est un oiseau très humble, moucheté, un petit col chic et élégant pour des fêtes discrètes. C'est un oiseau qui passe sans rien dire. On ne pourrait pas penser qu'il peut être un des oiseaux chanteurs les plus capables. Il y a au-dessus de 600 notes, une portée assez impressionnante. Puis quand on le rencontre, c'est souvent pas des yeux qu'on le remarque, mais du chant qu'il nous fait avec une générosité sans nom. Alors, et je suis toujours étonnée de penser que le tiers de nos oiseaux léchards sont en train de disparaître au Québec comme partout. Ça m'habite. Alors, pour toutes sortes de raisons, je vous ai écrit ce poème. Pour nos filles, nos mères, nos femmes en intersection, à nos nombrils humains polygenres de tout bois, s'attacher un rappel, un tatou, un constat. Femme de plein droit, rappelle-toi Eva. La moitié de ce monde a porté et portera en égale rotonde la vie qui passera. Pouvons-nous vraiment nous payer le luxe de l'écrasement et de l'apartheid, de la mise à mal encore de cette moitié du monde? Il nous faut en ces temps briser les cercles vicieux et plaider les relevailles, les respousses, pour refaire le monde au mieux. Alors pour toutes les alouettes qui ont été blessées et qui ont eu à se relever, fille grande alouette, belle alouette grise, au cœur vaste d'âme tendre que l'on plume sous emprise. Non, ne laisse personne éteindre tes passions. Rappelle-toi que repoussent tes épines au talon, et que tu as sous l'œil l'arrêt noir de l'éperon, qui te protège utile des vertiges du plongeon. Si tu ne consens pas, que tu n'as pas vu venir, fonce, cours et planque-toi, l'orage saura finir. Va, va, belle alouette grise, va, va, le beau temps reviendra. Et ne va pas plonger dans mensonges et mirages, précipiter follement tes rêves et ton courage, au miroir filou, aux rapaces et aux leurres, que tu ne pourras contrer, captivé par malheur. Car ils se gaveront, feront succès, profit, à ton corps défendant, à tes sources taries. Ils te feront la queue pour te plumer puissant. Ah, vite que tu t'insurges, que tu fuis ces tourments. Va, va, belle alouette grise, va, va, le beau temps reviendra. Et ne crois surtout pas qu'à force de plaider, talent et sortilèges, magie multipliés. Ça se passe dans le métro de Montréal, parce que je passe une bonne partie de ma vie là. Et ça s'appelle Résine de toi. Mon huard dort au creux des bras du métro Henri Bourassa. J'ai des papilles gustatives de ta salive, mais je résine. J'ai faim de loup, j'ai goût de toi. Mon caribou, mon homme des bois dépareillé tout en beauté. Mon épineux à temps partiel, je t'appelle en sourdine, en sardine, en tartine. Les lèvres gercées, les yeux fermés, cernés de vie engrenagée, je t'imagine. Bruit de métro, les portes s'ouvrent et il fait chaud. Je m'urbanise en saison forte, me dis-je en traversant la porte. Je voudrais me démaquiller, déshabituer mes centres-villes de mes échasses de filles futiles. Je cherche à fuir le rituel des gens pressés comme des oranges. Je cherche le son d'une goutte de pluie qui tombe sur le toit d'une vieille grange. Et je démange sur la ligne orange, je démange de ne pouvoir rivaliser avec la non-ruralité de ma réalité enferraillée à mon enfance évadée. L'adulterie en bis comme seul tourne à répondre. Le « il faut que » bord de lèvres qui sort chaque fois que je méandre. Bruit de métro, les portes ferment et il fait chaud. Je tombe au creux des bras du seul banc solo. Et je résine, je t'imagine en sourdine, en sardine, en tartine, les yeux fermés, les lèvres gercées. J'ai des souvenirs comme oreiller à la station sauvée. La véranderie est en slinky dans mes désirs les plus funky. Mais je reste ici, par là, parcimonie de moi, de toi, de nous deux. Je veux
un soluté au lac tiède dans mes soucis d'intraveineux. Je veux une translation de lieu en lieu, le temps d'un songe d'une nuit d'été entre Rosemont et Laurier. Je veux un grand canot abandonné, un petit raccoin de poêle à bois, le temps d'un film de série B, le temps de faire sécher les draps, le temps d'une marche au fond du bois, le temps d'un pas, d'un jappement de chien, d'une toune de Richard Desjardins en nostalgie dans le char d'une amie au karaoké ou dans une allée d'épicerie. Je veux te sentir me toucher, m'effleurer, respirer bon l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Rapprocher les extrémités, le temps de me tremper le bout des pieds au bout du quai, en raquette, en jaquette, en gougoune, en guidoune, en maillot, en manteau, en rien, en tout. Juste pour dire, juste pour rire. Rire en écho jusqu'aux collines d'à l'envers, l'autre bord de la roche, en dessous de la terre, en glaise entière, en beau, en lettre, en amour, en tout croche. Juste un peu de résine autour des doigts. Un huard de centimes de toi, direction Guy Concordia. Bruit de métro, il fait chaud. Alors, je me suis réservé le dernier texte de la première partie et je le disais, on passe d'un genre à l'autre. Donc de la poésie, on s'en va vers la chronique. J'ai une chronique d'opinion, d'humeur dans un magazine à tous les mois depuis des années et je vais vous lire un texte que j'ai écrit. Mon ami Jules est le genre d'homme à qui on ne peut refuser un sourire. Le genre de grand ours réconfortant dont les câlins redonnent foi en l'humanité. Et le genre de gars qui s'ennuyait tellement de son amoureux qu'il a regardé une photo d'eux en attendant que son avion décolle. Une image où son copain lui donne un bisou sur la joue alors qu'ils sont tous les deux sur la plage en maillot de bain. Un cliché qui a poussé son voisin de siège à exiger qu'il range sa pornographie homosexuelle en criant assez fort pour que tout le monde, passagers et membres de l'équipage, entende le cœur de mon ami se crisper sous le poids de l'humiliation. Jules a tenté de s'expliquer, abasourdi par les accusations, cherchant ses mots, son souffle et son courage pour convaincre son voisin, l'hôtesse de l'air et tous les passagers qu'ils n'étaient pas en train de regarder de la porn. Ils l'ont tous observé se débattre comme un poisson sur un sol rocailleux, quand il a compris qu'aucun siège n'était libre et qu'il ne pourrait pas s'éloigner de son agresseur sans que quiconque ne lui offre le sien. Une proposition qui n'est jamais venue. Est-ce que c'est par manque d'empathie envers mon ami, un étranger, faussement accusé, ou par crainte d'être assis aux côtés d'un être ignoble? Je ne sais pas. Ce que je sais cependant, c'est qu'il est totalement inacceptable de rester de glace devant de tels agissements. Sachant que des passagers acceptent régulièrement de changer de siège pour réunir une famille, je ne vois pas pourquoi personne n'a osé défendre Jules ou simplement lui offrir sa place. Je sais également que la compagnie aérienne a le devoir de protéger ses clients. Si certains avions ont déjà atterri en plein parcours pour se débarrasser d'un élément perturbateur afin d'assurer la sécurité et le confort de tous, comment se fait-il qu'aucun employé n'ait tenté de trouver une solution? Au final, Jules a dû passer des heures à quelques centimètres de cet homme horrible et ma vision idéaliste du monde aéronautique a été ternie. Depuis mon premier décollage, les aéroports et les avions sont pour moi synonymes d'apaisement et de sécurité. À la seconde où je franchis les douanes, je ne suis pas tant interpellé par les produits hors taxe de la zone internationale, mais par le sentiment de mettre le pied au pays de nulle part. Ce territoire neutre où les lois du pays dans lequel se trouve l'aéroport ne s'appliquent pas. Comme si cet espace sans frontières était un lieu dénué des travers culturels, des intolérances et des dangers du monde extérieur. Un espace-temps aseptisé de tout conflit entre les nations et les individus. Malgré les désagréments qui sont associés aux déplacements en avion, comme les retards, les bagages perdus, la nourriture douteuse, les voisins malodorants, bruyants, trop larges, les télévisions défectueuses, le manque d'espace pour mes jambes de géant, je ressens un profond soulagement dès que j'y prends place.
Chaque fois, j'ai l'impression que pendant quelques heures, des hommes et des femmes devront se côtoyer sans égard pour leur race, leur genre, leur religion ou leur orientation sexuelle, en se résumant par leur état d'humain en transition, avec les mêmes besoins fondamentaux, de l'air, de la nourriture, de l'eau, de l'espace et du respect. Plusieurs décennies après que la société a compris qu'il était inconcevable de séparer les Noirs des Blancs dans les transports en commun, j'espère que les personnes LGBTQ ne devront jamais, elles, s'isoler et se rabattre sur les compagnies LGBTQ-friendly pour découvrir les beautés du monde. Je suis absolument ravi d'apprendre que de nombreuses entreprises d'aviation soutiennent la communauté avec des stratégies marketing ouvertement inclusives. Par exemple, célébration de mariage gay en plein vol, avion symboliquement repeint en rose, hôtesse de l'air drag queen, collaboration avec des organisations LGBTQ, promotion des événements et des destinations qui sont gay-friendly, engagement clair pour l'égalité des droits. Elle serait bien folle de se passer des consommateurs LGBTQ, eux qui dépensent plus de 200 milliards de dollars par année seulement en voyage. Dommage, toutefois, de savoir que parmi ces compagnies d'aviation qui sont officiellement en faveur de l'égalité LGBTQ, se trouvent celles dont les employés n'ont pas levé le petit doigt pour aider mon ami il y a quelques mois. Même si Jules a choisi de ne pas porter plainte contre la compagnie pour des raisons qui lui appartiennent, j'encourage toute personne, LGBTQ et alliée, à dénoncer, à défendre et à condamner ces gestes. Parce que ne rien dire, c'est un peu approuvé. Donc, on va redonner la parole à Sylvie qui a sûrement vérifié qu'elle a tous ses textes pour la deuxième partie, sur cellulaire, sur papier, tout est là. Fait que je prépare le micro pour elle. Alors, celui-là s'appelle « Tu me parles ». Aux portes de l'aide à mourir, l'incurable douleur, l'agonie terminale. Et ces suites irrévocables. Les passeurs, les soigneurs sont des vitraux sensibles. Les proches leur sont signes vitaux, et leurs amours aussi. Mais leur silence devient plomb dans l'après et l'inédit. Le geste inéluctable de mort sur la vie reste ancré, inclassable, au rayon des sans-scrits. Mon beau traversier, tu me pars, tu me meurs. Ta rive s'absente, s'absout. Tu me pars et j'ai peur. Et se cante doucement ton si large horizon, qui glisse vers ailleurs, d'outre-cœur à raison. Je sais, tu dois partir, ta cargaison est pleine. Ces passages obligés, la souffrance t'entraîne. Tu dis que tu es là, que tu te transmues seulement. Ne raconte pas d'histoire, tu meurs finalement. Ton souffle s'affadit, tu ne peux plus retenir. Nos souvenirs heureux, il t'en faut finir. Tu as demandé l'aide, le service à mourir. Je n'ai pas eu ce choix, tu me parles, et que dire? Je sais que tu as mal, je sais que tu as froid. Je sais que le narval, sous de nouvelles lois, t'a déjà fait monter licorne sidérale sur le dos de la nuit qui t'emporte et t'avale. Tu as le cœur inu, ton silence blanc le dit. Le nord te reprend et de glace tu t'y lis. Personne ne m'a parlé de ce gap éternel qui me laisse terrestre, à toi qui fus mon ciel. J'ai vaste fall à terre, je pleure et tout dégèle. Il n'y a plus que moi et les minutes pêle-mêle me font une série B de ma peine qui menstrue. J'ai mal, absence, vide et la gorge qui s'obstrue. Tu me quittes, tu me pars et ces mots qui me tuent. Mes sympathies, madame, c'est ce qu'il avait choisi. Mais ce droit éclairé fait la nuit sur ma vie. Je reste l'âme à tue-tête dans ton choix survenant et je n'ai plus de requête qu'une seule, l'apaisement. Du bout en bout, à l'autre bout de l'odyssée de la vie, il y a l'arrivée, les commencements. Et cette incroyable migration entre amour, désir, espoir, choix, amant et monde en fusion. Cette révolution de deux univers incorporés,
magnifiés l'un de l'autre, l'un par l'autre, l'un dans l'autre, afin d'arriver à un pas, naître parfois, devenir et rendre possible à nouveau, tenter. Manie Chouette, qui est ma plus petite des quatre, mon bébé, pondra d'ici un mois un tout petit homme. Je serai alors grand-mère. C'est une première pour moi. Grand-mère, Koukoum. Koukoum, c'est un mot Anishinaabe qui veut dire grand-maman. Alors, grand-mère Koukoum en langue Anishinaabe, cette nation originelle du continent, du premier peuple. Donc, je suis Koukoum. Je suis Koukoum en cours depuis 36 semaines, à peine et bientôt 9 mois. Alors, une grand-maman nouvelle-née pour février. Alors, quoi de mieux comme faire ce peu en mots de vous de partager ce bonheur. Ce sera mon dernier poème. Pour février. Tu es brave petit d'avoir su rassembler espoir, destin, gamète, de t'en être engendré. Tu as pris le beau risque d'une frayère habitée. Tu es maintenant pays d'un géant, d'une fée. Tu as su te glisser, petit début soufflé, dans une clairière rose sous rempart bercé. 9 mois d'abri renfort, investi, nourricier. Origine, patrimoine, constitution baignée, tu portes en préséance légendes, contes et histoires, la tienne qui s'inscrira au fil de nos mémoires. Tu t'es fait passager d'un monde qui t'est prêté. Où iras-tu dormir? Comment t'y reposer? Tu es promesse, espoir et vie reformulée. Tu es l'ambassadeur de 2 mondes refondés. Tout petit haut, chevalier, en arrivée bientôt. À l'existence neuve, nous te ferons manteau. Hardi, sache toujours que tu pourras compter sur bagages remplis, visa pour 1000 contrées. Autant tu répliqueras que tu sais bégayer. Ce sera ton passeport pour grandir, avancer. Aux espaces, tu prendras les saisons et les mois. De ta boréale, fier, habile, tu iras. Tu auras vu neiger, tu sauras le précieux, l'ultime, le capital de quérir de ton mieux. Moi, je serai grand-mère, soleil, étoile ou lune. Tu pourras me trouver comme rocher sur les dunes. Je suis comme milliards d'autres humaines parties de toi. Et je te serai juré, grand-maman qui t'aimera. De tout mon cœur utile, vivace, qui te fera, en lignée, race et trace, la place que tu voudras. Il est, de nuit des temps, un seul don éternel, la vie qui se refait d'amour originel. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Andréane Brunet en vous disant que j'avais remarqué les leçons de voyage qu'elle partageait sur Facebook. Elle vous en a lu quelques extraits. Puis, quand j'ai vu ça, je lui ai dit « Tu devrais écrire un projet de plus longue haleine, tu devrais faire un projet artistique. » Puis elle m'a dit qu'elle rêvait d'écrire un roman. Puis moi, j'ai décidé de lui botter les fesses jusqu'à ce qu'elle le termine. Et j'ai frappé suffisamment fort avec pleine affection pour que son roman soit publié au printemps dernier, en avril, donc aux éditions Libre Expression. Ne pas toucher, s'il vous plaît. Et quand vous allez voir à la fin du roman, dans les remerciements, le premier nom, c'est le mien. Fait que je prends comme la moitié de la responsabilité de ces exploits littéraires. Pas les profits, non, parce qu'on n'en a pas assez en littérature pour que je lui vole la moitié. Instagram en chien. Oui. Alors, son roman se déroule en voyage, comme si elle avait une spécialité en histoire qui se passe ailleurs. Et c'est un peu avec ça qu'on va reprendre. Elle ne va pas vous lire un extrait de son roman, mais elle va nous catapulter dans un endroit où il ne fait pas très chaud, en Islande, comme elle vous l'a dit tantôt. Et je ne vous en dis pas plus, parce que vous allez vivre quelque chose de beau. Alors, l'histoire que je vais vous partager, c'est une histoire qui m'habite depuis quelques mois et cet automne, j'ai ressenti le besoin de l'écrire. Alors, ça va comme suit, ça s'appelle « Aspirer une aurore boréale ». Islande, février 2019. Qui quitte une tempête de neige québécoise pour en vivre une islandaise? Personne, sauf nous. L'Islande l'hiver, parce qu'il y a moins de touristes et moins de prix élevés.
mais surtout parce qu'on a trouvé un prix fou pour des billets d'avion de dernière minute. On ne se met pas de cachette, on a retrouvé un prix aussi alléchant pour une destination à 40 degrés Celsius et celle-ci aurait eu préséance. On n'est pas masochiste là quand même. Donc, l'Islande, l'hiver. Une saison aussi blanche qu'en Abitibi, mais avec une magie et une férocité plus grande. Une nature sauvage, puis des vents qui arrachent des portes d'auto et te font frissonner jusqu'à la moelle épinière. Des rafales que tu peux distinctement voir naître du haut des montagnes et des volcans sur ta gauche et qui glissent sur leurs flancs blancs avant de traverser la route, de t'aveugler en te forçant à lever le pied de l'accélérateur et qui poursuivent leur chemin jusqu'à l'Atlantique sur ta droite. Voir le vent, ça se peut sur cette île. Ça fait partie de la magie. Un climat qui invite aux combines en polar, aux chandails de laine et au thé, ou à la vodka pour les plus frileux. Oui, l'Islande pour ses sources thermales, pour ses randonnées en montagne, pour ses glaciers qui rejoignent l'océan et pour ses plages volcaniques où les vagues sont tellement fortes que si tu t'approches trop, tu vas rejoindre les fonds marins sans aucune chance de revoir l'amour de ta vie une dernière fois. Pour moi, l'Islande, c'était pour les aurores boréales. Il faut être au bon endroit, au bon moment, puis avoir mené une bonne vie pour les voir. Ayant souvent tiré les cheveux de mes sœurs dans ma jeunesse, je ne savais pas si je le méritais, mais je croisais les doigts tous les soirs pour que le ciel se dégage, puis que de notre camper van, on puisse apercevoir le ciel se teinter. Ma patience et mes nombreuses prières ont été exaucées vers les derniers milles de notre voyage. On avait trouvé un emplacement dans un parc national pour passer la nuit. La plupart des campings étant fermés l'hiver, c'était pas évident de trouver une place pour poser nos 4 pneus. On était donc un duo de hors-la-loi, mon homme et moi, quand nous avons décidé d'arrêter notre véhicule dans ce stationnement désert sans demander la permission. J'avais confiance en ma face de « je suis innocente, monsieur l'agent » pour nous sortir de toute situation. Au pire, mes parents paieraient la rançon. C'est à ça que ça sert un père, non? Nos sacs de couchage étaient déroulés sur le matelas à l'arrière du camper van, prêts à nous recevoir pour la nuit. On était assis en avant, lui sur le siège conducteur, moi sur celui passager. C'était silencieux dans l'habitacle, mis à part le bruit du moteur qu'on faisait tourner de temps en temps pour profiter du chauffage. Aucune lumière venait polluer notre vision du ciel et ce soir-là, aucun nuage ne se profilait à l'horizon. Je croisais les doigts dans mes mitaines. De longues minutes ont passé, nos yeux rivés vers les étoiles. Dans cette nuit noire, j'ai cru apercevoir un filament blanc naître au-dessus de nos têtes. Est-ce que c'est un nuage? Je ne sais pas. On aurait dit un morceau de ouate étiré à son maximum ou encore un coup de pinceau avec la peinture à l'eau trop diluée. C'était diaphane, ça semblait doux au toucher. Lentement, la blancheur s'est épaissie puis elle s'est teintée d'une pâle couleur verte. Et j'ai crié. Non, j'ai hurlé. Mes cris de joie ont trouvé écho chez mon homme qui, d'un même élan, a ouvert sa portière pour se retrouver dans le froid extérieur. 2 imbéciles heureux, invectivant le ciel de se colorer davantage, pointant cette aurore naissante qui, encouragée par nos cris, osait prendre plus de place dans l'univers céleste. On courait dans tous les sens pour trouver un espace dégagé où la cime des arbres ne voilerait pas le spectacle naturel qui se déployait que pour nous. Nos bottes s'enfonçaient dans la neige, le froid s'immisçait entre mon foulard et ma gorge. Une grippe contre une aurore. Je gagnais sur toute la ligne. D'abord fragile filament, l'aurore s'est tranquillement déployée au-dessus de nos têtes. Immense ruban s'étirant d'un horizon à l'autre. Le vert de l'aurore s'est foncé, passant du jade aux bouteilles, du gazon à l'épinard, du lime à l'absinthe. Et alors que je criais au ciel que je ne m'en remettrais jamais, la bordure inférieure de la guirlande s'est teintée d'un mauve profond. Une décharge électrique a secoué ma colonne vertébrale au même moment qu'une larme naissait au coin de mon œil droit. Mon amour, j'arrivais pas à détacher mes yeux de là-haut et à insister. Mon amour, je me suis tournée vers lui. Il faisait si noir que je ne parvenais pas à voir les traits de son visage. Il était agenouillé dans la neige, puis il me tendait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je pense avoir reculé d'un pas sous l'effet de la surprise, mais je suis plus sûre. Mes idées tournoyaient dans ma tête comme l'aurore au-dessus de celle-ci. Mon amour, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. Puis même si ça fait peur,
je suis prêt à faire le grand saut. Mon souffle s'est coupé quand il a prononcé la question suivante. Accepterais-tu ma grande demande en maman? Ma bouche s'est ouverte, mes yeux se sont agrandis, figés par la surprise. Pardon? Il a pris ma mitaine, il a déposé un petit objet au creux de ma paume. J'ai levé ma main à la hauteur de mon visage pour discerner ce qui y reposait, une suce bleue. Voudrais-tu devenir maman avec moi? J'avais chaud dans mon manteau, malgré le vent fouettant mes joues et mes bottes de humides dans mes bottes. Au-dessus de nos têtes, l'aurore offrait une valse dont le rythme lui appartenait. Elle se déhanchait, se déployait, ondulait, puis explosait dans une palette de couleurs d'un autre monde. J'ai ri. Un rire nerveux, heureux, un rire qui dit oui. Je me suis penchée pour l'embrasser, puis lui dit de se relever pour ne pas se geler les genoux. J'ai glissé la suce dans ma poche de manteau comme le plus précieux des cadeaux, puis je me suis enroulée dans ses bras pour profiter encore du spectacle nocturne. Il faut savoir que les aurores prennent leur temps, qu'elles n'apparaissent que dans certaines circonstances, qu'à certains moments choisis et opportuns. Elles tracent lentement leur chemin, puis quand elles se sentent prêtes, elles éclatent en confettis multicolores. Quand elles s'offrent en spectacle, elles promettent les plus belles aventures à celles et ceux dont elles croisent le chemin. Le genre d'aventure qui bouleverse l'univers, puis illumine toute une vie. Ce soir de février en Islande, les yeux ronds comme des billes, puis la bouche ouverte à cause des cris de joie qui ne cessaient de ponctuer le silence de la nuit, j'ai aspiré une aurore boréale. Et si aujourd'hui je l'écris, c'est pour que l'aurore qui danse et brille dans mon ventre sache que j'ai terriblement hâte de devenir sa maman boréale. C'est pour ce genre de choses-là que j'ai organisé un cabaret littéraire, pour que vous découvriez des plumes, des nouvelles plumes. Puis ça m'en a fait découvrir à moi aussi une effervescente poétique comme Sylvie, une tricoteuse d'images ou une brodeuse poétique comme Mathilde. Et c'est à son tour de revenir conclure avec son dernier texte. Donc Mathilde Menteur, c'est à toi. Je ne sais pas si ça va être cohérent pour vous, ce qui s'en vient. J'écris beaucoup par fragments, puis j'en ai mis plein ensemble, et ça va donner ceci. Alors, j'espère que vous allez voir. Il y a quand même un fil conducteur à travers ça. Alors, je me lance. Les coquillages immortels jaillissent des marées. Ce qui est déjà mort à l'intérieur n'altère presque rien au nacre mauve. Audacieuse paralysie entre les articulations, l'inerte empreinte le tressaillement du doute. Vivre se résume souvent en pause et en accélération. Une humidité de canicule s'empare de tes membres. La partie intacte... J'ai perdu... J'ai sauvé une page. Je vais reprendre. Une humidité de canicule s'empare de tes membres, te transforme encore en carcasse molle. Tu séjournes dans le calme habitable de la divagation. Où es-tu à présent quand tu es seul? Pendant des minutes, jusqu'à ce que les étoiles germent, tu existes loin de ton corps. Mais comment avaler le havre qui se dresse comme une cellule entre toi et le reste? Tu as clôturé la partie intacte, et c'est à force d'être intacte qu'elle s'abîme. Tu apprends la langue des escabeaux, lèches les barreaux verticaux, chancelles sur la marche la plus étroite. Tu sais élever, juste assez haut, l'embarras du geste qui se perd dans lui-même. Une caresse chaude dont les fissures circulent dans les veines t'empêche de dormir. L'image la plus fidèle de toi persiste dans le halo éteint de la lumière. C'est l'embouteillage des affaires qui craquent qui crée l'embolie. La seule corpulence soutenable de ton être est phosphorescente. La vallée des miroirs n'est pas la contrée de l'exil. Même le lac, gâché par le calme, te renvoie à toi-même. La forêt se duplique et s'agrandit en majesté. Toi, tu te diminues dans ton propre regard. Tes doigts crèvent ton reflet, tu envoies ton image naviguer avec le courant qui se lève en retard. Il y a un nom que tu voudrais inventer pour le tailler dans une étoffe soyeuse comme le sang. Le revêtir comme un peignoir qui t'abriterait sous le sens exact de ton cœur et de tes outrances.
Tu tentes le bout du carrousel comme si c'était là l'épopée de tes rêves. S'écument les tourderies, la nausée et l'ancrage se calquent. Une succulence de fraises dans la ronde se niche. Un jour, j'apparaîtrai comme une naissance d'un périple ignoré de tous, avec nulle valise, nulle photo, un voyage dont moi seul porterai les marques et les couronnes. Je vais poursuivre avec un petit extrait de mon deuxième roman qui a été publié en 2015, qui s'appelle « Parce que tout me ramène à toi ». Donc, c'est seulement une page et demie. Je vais être un peu agace, juste pour vous donner envie de le lire, de l'acheter peut-être, de l'emprunter. C'est un extrait où il est question d'un voyage qui devient une solution ou une forme de pansement. Je me nourris d'un reste de pâte d'ail et de frites froides. Aucune saveur n'arrive à déloger l'arrière-goût dans ma bouche depuis des jours. Les larmes n'y changent rien. L'insomnie non plus. L'idée de discuter avec mes proches de ce qui s'est passé m'angoisse. Et je suis incapable de faire comme si rien ne s'était produit. Pas dans une ville où tout me rappelle ce que nous étions. Je n'ai envie que d'une chose, fuir. Je cherche un endroit où ni le français ni l'anglais ne sont suffisamment compris pour y parler de ce qui vient de m'arriver. J'exclus les États-Unis, le Canada, l'Australie, la majorité des pays européens et africains et de l'ex-URSS. Après des heures à réfléchir, je choisis de foncer au cœur de l'électrochoc culturel. Je passerai un mois au Japon, au Vietnam et au Cambodge. Les jours suivants, j'attends mon visa vietnamien en m'étourdissant d'informations de voyage futiles. Les photos des hôtels capsules avec leur cabine-lit de 2 mètres de long sur environ 80 cm de haut et de large me laissent pantois. La carte des transports de Tokyo, un barbouillage de lignes de métro, de trains et de navettes reliant les 2 aéroports internationaux, me stupéfait. Les témoignages sur l'absence de l'anglais en territoire nippon m'inquiètent, mais je refuse de changer mes plans. Je cours volontairement après les ennuis. Je m'entends rigoler pour la première fois depuis des jours en lisant que les saunas publics, qui n'ont rien à voir avec les lieux de débauche gays et hétéros des grandes villes occidentales, sont formellement interdits aux personnes tatouées, qui sont associées aux gangs criminels. Ma peau vierge de symboles pourra donc se dénuder sans crainte d'être attaquée ou renvoyée. Je perds toutefois mon sourire à la lecture de quelques lignes sur la saison des pluies, qui s'étend d'avril à octobre selon les régions. Le souvenir de la bande-annonce du film The Impossible, qui relate le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, me fait frémir d'effroi. Ma fibre aventurière perd de sa force quand je découvre les prévisions de la météo, qui vont de chaud à humide, en passant par suffocant et il est où le congélateur que j'aille dormir dedans. Pourtant, chaque fois, la réponse est la même. Puissante, nécessaire, viscérale. Je veux être ailleurs. C'est l'heure du ukulélé. Mais avant qu'elle s'en vienne, je veux juste lui rappeler et vous informer que c'est un peu de sa faute s'il y a un cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que, après la belle édition du Salon du Livre en mai dernier, où j'ai réalisé à quel point il y avait un besoin à combler, une niche, je suis allé voir un spectacle qui s'appelle Corps à conte, que Julie Renaud, dont elle a participé à l'écriture. On l'a fait ici. Oui, vous l'avez fait ici, dans plusieurs lieux de Témiscamingue, dans plusieurs lieux de l'Abitibi. C'est un mélange de chansons, de contes, de théâtre. C'est sur l'Abitibi. Moi, ça fait 14 ans que j'ai vu ici. J'ai vu une représentation à Montréal. Et c'est tellement beau, puis on dirait que je m'en rappelle, puis je le sens là. C'est tellement beau que ça m'a mis à l'envers. Ça m'a ému, puis je me suis dit, il faut que dans ma création, il soit question d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je fais une biographie sur un grand personnage de l'Abitibi. J'ai une nouvelle qui se passe à Amos. J'ai une série de romans que je vais écrire en 2025 qui se passe à Amos. Et j'ai lancé le Cabaret des mots parce que j'avais envie de revenir. J'avais envie que les auteurs de la région se rassemblent pour vous livrer ce qu'ils font. Donc, c'est un peu de sa faute. Et maintenant, c'est l'heure de l'entendre chanter. C'est quelque chose de doux.
c'est quelque chose qu'elle fait depuis peu, chanter devant les gens, surtout ces chansons-là. Mais hier, à Ville-Marie, elle a senti juste de l'amour puis de l'ouverture, puis j'ai l'impression que ça va être la même chose ce soir. Samuel a bien présenté. En fait, Corps à compte, c'était la première fois que je faisais de la musique devant les gens. C'était un peu pour briser la glace, c'était comme mon coming out musical. Mais je reste toujours un peu shaky quand je fais de la musique, j'assume pas encore que j'en fais. Je suis pas une musicienne, je suis pas une chanteuse, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Puis, en fait, hier, c'est la première fois que je faisais ça devant des gens. Fait que ce soir, vous êtes le deuxième public à entendre ces chansons-là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est des chansons par rapport au voyage. Moi, je trouve que quand on voyage à l'extérieur, c'est surtout la rencontre qui est intéressante. En fait, la rencontre avec l'autre, puis la rencontre avec soi aussi. Fait que la première chanson s'appelle Iguaçu.
parce que j'ai un mode de vie qui m'amène à être tout le temps partie, être tout le temps partout. Et donc, c'est très éphémère et j'avais envie de rendre hommage à l'éphémère parce que j'aime l'éphémère. Ça s'appelle éphémère. C'est ça. Éphémère, je veux être éphémère, comme hier, comme un éclat de lumière, comme un secret qui se perd. Éphémère, je sais c'est éphémère, disparaître dans le creux de tes draps, dans le chaud de tes bras, comme le sable entre nos doigts, comme le feu de nos émois. Je ne suis qu'un coup de vent et je t'embrasse en passant. Éphémère, je veux être éphémère, intangible, je n'appartiens à rien. J'ai fait la paix avec demain. Éphémère, si tout seul, éphémère, s'il te plaît, regarde-moi encore un peu, que je m'oublie dans tes yeux. Comme tes lèvres sur ma peau, comme ton cœur contre mon dos, comme le soleil qui se lève devant nos yeux fatigués. Il reste un petit texte à la soirée, puis avant, je vais faire les remerciements officiels qui vont prendre 1 minute et quart. Je vais commencer par Marie-Pierre Valiquette, qui s'occupe du musée de la gare. C'est grâce à elle si on vient ici, que ça vous est offert gratuitement. C'est grâce à elle s'il y a eu un atelier d'écriture cet après-midi. C'est aussi en partie grâce à elle si j'ai pu faire 2 conférences à l'école secondaire où j'ai rencontré les 2 jeunes personnes qui sont devant nous. Donc, pour moi, c'était une journée magique. Je pense que ça l'était aussi pour Sylvie Morin, que je remercie, pour Mathilde Manta, Andréane Brunet et Julie Renaud. J'ai 3 petites demandes à vous faire avant de vous lire mon texte. Soyons modernes et quand vous rentrerez chez vous, allez sur Facebook et allez liker la page du Cabaret des mots de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on veut revenir vous voir. Fait qu'on veut que vous soyez au courant, que vous veniez et que vous en parlez autour de vous. Donc, je vais conclure avec un texte que je trouvais de circonstance. Ça s'appelle « Le soir de tempête » qui m'a rappelé le sens du mot « communauté ». Un samedi soir de janvier,
La fameuse technique des vêtements multicouches ne fournit plus. Ma crinière de boucle est dépassée par les événements. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos. Longs et bouclés pendant 6 ans, mais c'est fini. Et chaque cellule de mon corps grelotte. Montréal est confronté à une température frôlant les 40 degrés sous zéro, le tout agrémenté de vents violents et de poudreries. Après une demi-heure à attendre l'autobus sur le boulevard Saint-Laurent, je vois enfin son néon flasher quelques mètres plus loin. Je monte à bord et pendant que mes membres décongèlent et que mes cils décollent, mon cœur se réchauffe. Autour de moi, les sourires se dessinent, les rires éclatent et les regards complices s'échangent. Comme si, pour un instant, nous ne faisions qu'un. Nous, Montréalais de naissance, d'adoption et de passage, nous avançons dans le même tas de métal roulant, solidaires face à l'adversité, en redonnant un nouveau sens au mot communauté. Quoi de plus étrange que de faire un tel constat dans l'un des espaces où la cohabitation est la plus difficile? Ces autobus et ces wagons de métro dans lesquels nous sommes souvent coincés, avec le coin d'une mallette dans les flancs, l'haleine fétide d'un voisin dans la face, ou la musique trop forte d'un être dénué de respect dans les tympans. Nous nous y entassons par conviction environnementale, pour se déplacer plus rapidement ou par choix financier. Même si une part de nous rêve du jour où la téléportation nous évitera de côtoyer ainsi nos semblables. Pourtant, les transports en commun sont l'un des rares lieux qui nous mettent en contact avec des inconnus qui, peu importe leurs origines, leur confession religieuse, leur genre, leur orientation sexuelle ou leur milieu socio-économique, sont tous occupés à vivre la même expérience, se déplacer. Cet exemple banal illustre l'un des plus grands manques de nos sociétés, le sentiment d'appartenir à un ensemble qui partage les mêmes expériences, les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Certains avancent que la technologie nous permet d'être plus que jamais connectés aux gens qu'on aime et qui nous ressemblent, peu importe où ils se trouvent, et que les jeunes s'affichent de plus en plus comme des citoyens du monde, plutôt que de simples habitants d'une nation en opposition aux autres. C'est souvent très vrai. Néanmoins, j'ai la triste impression que nous n'avons jamais été aussi peu doués pour vivre ensemble. En plus des effets dommageables des téléphones intelligents sur notre capacité à regarder l'autre, à l'observer, à l'entendre et à le percevoir dans tout son être, nous développons des méthodes toujours plus nombreuses pour éviter les foules. Le magasinage en ligne, le cinéma maison, les DVD d'humour ou la multiplication des restaurants qui offrent la livraison à domicile. Des moyens qui ont été imaginés pour répondre à des besoins réels et criants. Dans une société qui prône la performance à outrance, on s'épuise tellement à travailler, à consommer et à être des super-humains qu'on ressent un besoin grandissant pour la détente, le confort, le rien faire, le non-déplacement et l'efficacité. En parallèle, on développe une aversion pour l'attente, les lieux publics, les foules et le manque de respect des étrangers. Ceux qui regardent leur téléphone pendant un film, ceux qui rient à des moments qu'on juge inopportuns durant un spectacle d'humour, ceux qui mangent de la nourriture nauséabonde dans un espace commun, ceux qui parlent lorsque ce n'est pas le temps et ceux qui empestent le parfum dans une file d'attente. Je comprends ces désirs et ces refus. Je réalise aussi que le capitalisme a transformé nos priorités, nos activités et notre rapport aux autres. Quand je compare la situation actuelle avec les décennies passées, voire les siècles derniers, je repense à l'époque où le clergé occupait une place prépondérante dans la culture québécoise avec un soupçon de nostalgie. Voyez-vous, malgré toutes les horreurs commises par les religions du monde, et malgré les hauts le cœur que je ressens à la simple idée de me savoir membre d'une organisation si souvent odieuse, je suis capable de saluer l'un de leurs atouts, la force de la communauté. Il fut un temps où les Québécois avaient une propension naturelle au rassemblement et à l'entraide, alors réunis autour de leurs croyances.
En 2020, j'espère que notre capacité à aller vers l'autre existe encore, mais sans le prétexte religieux. Et pas seulement en situation de crise, comme lors des inondations du printemps 2017, du verglas en 1998 ou de toute autre catastrophe naturelle et humaine qui fait ressortir le plus beau de l'être humain. J'ose croire que nous sommes capables de pareils comportements au quotidien, que nous avons tous, au fond de nous, l'envie de créer des liens, de former un tout et de découvrir l'incroyable sensation de connecter à quelque chose de plus grand que nous.